Oui. En quoi votre expérience personnelle vous a aidé à mieux juger les autres? Oh, bah, écoutez, l'intime conviction qu'on essaye de se construire, elle passe par deux étapes. On a abondamment discuté de la première, à savoir coupable, non coupable. Ça, on y arrive assez vite. C'est la première question, ça. Oui. Et la difficulté, c'est la deuxième étape. C'est quelle est la bonne peine? Car il y a effectivement une différence entre 5 ans et 10 ans. Hein, tout le monde le comprend bien. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a un deuxième débat qui s'instaure au sein entre les jurés. Et c'est là où, je dirais, ceux qui ont fait le plus de chemin pour arriver sur cette intime conviction essayent de faire partager. Vous êtes surprise parfois par ce qui ressort des urnes? Surprise, vous voulez dire au niveau de la peine ou de la culpabilité? Parce que quand je te dis monsieur est important. Même sur la culpabilité, par exemple. Non. Non, généralement, vous savez, une fois que les débats sont clos... Voilà, parce que moi, je m'efforce à faire des débats qui durent d'ailleurs longtemps, souvent, et pour faire en sorte que, c'est ce que je dis à mes jurés, je crois que c'est très important, c'est-à-dire au moment où ils vont devoir se retrouver donc seuls avec leur bulletin pour prendre leur décision, là, il faut qu'ils aient l'impression vraiment que toutes les questions qui se posaient ont été abordées. Alors, je ne dis pas résolues, parce que malheureusement, pas résoudre toutes les questions que chacun se pose, mais qu'elles ont toutes été abordées, c'est-à-dire au moment où elles vont devoir prendre une décision, soit le doute qu'ils pouvaient avoir va être là, et là, je leur dis toujours très clairement, si vous avez un doute, le moindre doute profite à l'accusé. Je crois que c'est une règle qu'on leur dit à l'audience et qui leur est répétée régulièrement par le président. Et au moment où ils votent, c'est en toute connaissance de cause avec tous les éléments. C'est important. Généralement, vous avez été en majorité ou en minorité? C'est ce que vous avez proposé. Vous parlez de la peine. Est-ce que ça a été la peine qui a été prononcée contre l'accusé? Bien, sans trahir bien sûr toujours le secret des savoir délibérations. Voilà, plus, exactement. On avait un président qui avait une technique pour terminer les débats. Le président nous demandait d'éliminer les extrêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui avaient prononcé la peine la plus haute par rapport à la moyenne des tours précédents et ceux qui avaient prononcé la peine la plus basse étaient invités, mais bien sûr pas forcés, de se rapprocher de la moyenne. C'est un moyen pour peut-être aller se coucher plus tôt, parce qu'on ne juge pas bien à 2 h du matin. J'insiste pour dire que c'est au moment final, c'est-à-dire pour en terminer, pour en finir, pour justement qu'il y ait une satisfaction moyenne autour de la peine qui sera finalement prononcée, hein, qu'il n'y ait pas de frustration extrême. Est-ce qu'on peut satisfaire une satisfaction moyenne dans la peau de l'accusé? Ça doit être bizarre d'entendre des termes comme cela, non? Du tout. Ah bon? Du tout. On ne peut pas s'en satisfaire, vous dites? Non, absolument pas. Ouais. Attendez, excusez-moi, je peux intervenir au niveau procédure. C'est normal qu'on élimine au fil des tours la peine la plus élevée qui a été prononcée. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas 7 bulletins qui prononcent la même peine, les 2 premiers tours sont libres, donc chacun fait ce qu'il veut. Mais au 3e tour, il n'est plus libre, sinon effectivement on passerait la nuit, on n'arriverait pas à se mettre d'accord. Puisque bon, dans ce cas-là, au 3e tour, on n'a plus le droit de mettre la peine la plus importante qui avait été inscrite sur les bulletins au 2e tour. Donc c'est la loi qui dit qu'on n'a plus le droit de mettre le haut de l'échelle. Par contre, sur le bas, la loi ne dit rien. Il y a un minimum fixé par la loi. Il faut savoir qu'on travaille avec un minimum fixé par la loi et un maximum. S'il y a un certain nombre de chefs d'accusation qui sont reconnus, ça correspond à une fourchette de peine. Par exemple, on prend viol sur mineur de 15 ans. La peine encourue, c'est 1 an minimum, 20 ans maximum. Donc, vous voyez que c'est une fourchette en fonction énorme. des circonstances. Voilà. Et là-dessus, on a toute possibilité. On a l'avocat général qui nous propose une peine, ça n'est qu'une proposition. Et là-dessus, on fait ce qu'on veut. Mais il faut savoir que la loi prévoit effectivement qu'au 3e tour de vote, on ne peut plus mettre la peine la plus importante, non pas fixée par la loi, mais mise sur les bulletins lors du 2e tour. Francus, vous avez essayé d'influencer les jurés? Ah non, moi j'ai rien essayé. Vous n'avez jamais essayé de leur parler Il n'y a pas possibilité de parler aux jurés. Non, mais de les regarder, enfin, je ne sais pas, de leur parler avec les yeux, quoi. Non, il n'y a absolument pas. Je veux dire, on est suffisamment concentré sur ce qui se passe dans le procès sans regarder les jurés. Je veux dire, le propos n'est pas là. Et moi, je voudrais quand même poser une question à Madame la Présidente. Là. Tout à l'heure, elle a dit que dans une large majorité, c'était plutôt des décisions qui étaient assez larges, avec par rapport aux peines qui sont par rapport à ou la condamnation ou la non-condamnation. Vous avez dit que souvent, il ressortait d'une large majorité. Oui, au niveau des voix pour une culpabilité ou non-culpabilité, oui. Et j'aimerais savoir si, dans la majorité des cas, vous étiez d'accord avec ça, si vous étiez dans cette majorité. Pas toujours.
Pas toujours, puisque j'ai indiqué tout à l'heure qu'il m'est arrivé d'avoir une condamnation ou plusieurs, ou un acquittement ou plusieurs, avec lesquels je n'étais pas d'accord. Vu du box des accusés, vous, quelle est l'influence du président sur les jurés? Elle est énorme. Elle est énorme dans la mesure où ça se passe bien avant la délibération. Ça se passe pendant toute la durée du procès. Moi, un des procès auxquels j'étais confronté a duré une semaine. Il est évident que pendant une semaine, c'est très long. Et c'est évident que pendant une semaine, le président va orienter les débats, c'est évident. Et même dans la forme du procès, je veux dire, à partir du moment, bon, moi, je vais vous parler pour mon cas. Nous, on a été dans ce procès qui a duré très longtemps. Je veux dire, pendant tous les jours, on était extraits avec GIGN, tireurs d'élite sur les toits, les sirènes des motards, la moitié de la ville bloquée. Bon, déjà, les jurés, ils en prennent un coup dans leur objectivité, là, hein, déjà, d'entrée. Hein. C'est vrai. Et ça, c'est demandé par le parquet. C'est pas ma demande. Hein. Moi, j'ai pas demandé à ce que ce soit le GIGN qui me protège. Hein. Et pourquoi, d'après vous, pourquoi ça avait été demandé par le parquet, d'après vous? J'en sais rien. Non, moi, j'en sais rien. Mais c'est intéressant de poser la question. Il n'y avait pas de tentative d'évasion. Il n'y avait pas de personnes dangereuses parmi nous. Et ça a été demandé par le parquet. Pourquoi ça a été demandé par le parquet? J'en sais rien. Je peux vous dire que j'ai jamais vu un père incestueux violeur venir avec une escorte avec le GIGN et les sirènes et la moitié de la ville bloquée. Il faut voir aussi le type d'affaires. On est bien d'accord. J'étais là pour des affaires de grand banditisme. Mais bon, en récidive, c'est important aussi. En récidive, non, c'était pas les trois fois, vous avez été condamné 4 fois, jugé 4 fois. La première fois pour une affaire et les 3 autres pour quasiment, enfin pas les mêmes affaires, mais en tout cas la même association de malfaiteurs, quoi, en tout cas. Tout à fait. Donc la récidive, elle est... on pourra en discuter, ça aussi, parce que normalement, je veux dire, dans le cadre d'une même enquête, puisque ça a été la résultante d'un an de filature, enfin d'une très grosse enquête, d'une brigade, hein, je veux dire, je comprends même pas pourquoi on est passé 3 fois en cour d'assises. Parce qu'il y a des cours d'assises en province où c'était l'affaire de leur vie, de leur parquet, qui ont gardé l'affaire et qui ont fait qu'on s'est retrouvé dans des cours d'assises en province, je sais pas où. Est-ce que vous aviez braqué une banque dans le coin? Voilà, tout à fait, oui, tout à fait. Et puis on était une étoile filante on sentait qu'on était une étoile filante, lumineuse dans ce parquet. Combien de temps a duré le gang des postiches? Ça a duré 5 ans. Non, il y a plusieurs étapes. Non, mais attendez, parlez évidemment tout en vous protégeant, mais bon... Il y a eu un gang, il y en a eu un deuxième, il y en a eu un troisième. Nous, on était le troisième, on était le dernier. C'est pas ça le plus... Pardon, mais il y a une chose dont nous rendons absolument pas compte les uns et les autres, c'est le temps de la prison. Parce que nous sommes dehors, alors il y a Noël, et puis il y a le jour de l'an, puis il y a l'été, les vacances, etc. Et on se dit, oui, lui, il a été condamné à combien? 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on fait mine de considérer que c'est la même chose. 15 ans de prison. Pour moi, je le dis franchement, je ne voudrais pas y passer 3 mois et 1 semaine. Et j'ai le sentiment que quelquefois, dans la presse et chez les professionnels, dont encore une fois le métier est de juger, et chez le législateur qui établit les lois, je trouve qu'on parle avec légèreté du temps de la sanction. Enfin, Francus, il faut savoir ce que c'est que passer 18 ans en prison. 19. Voilà. Je tenais à le dire. Autant qu'à répéter qu'on ne vous rend jamais... l'innocence de la victime violée, où quelqu'un a été assassiné, c'est insupportable. Il vous manque toujours, même après le jugement. Mais pensons au temps passé en prison. Francus. Comme les années de prison qu'une personne va faire, on ne lui les rendra jamais non plus. Et je trouve regrettable que 10 ans et 15 ans, c'est pas du tout la même peine. Et je trouve qu'elles sont données de la même façon.